Eh bien, je crois que nous sommes, mutuellement fidèles à nos rendez-vous, même s'ils sont un peu décalés. Je suis désolé de vous avoir fait faux bond mercredi dernier. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Heu et mais j'ai pas fait exprès de vous donner rendez-vous le vendredi saint, mais il y avait pas beaucoup d'autres, possibilités. Pour ceux qui connaissent vraiment l'œuvre de Wagner, puisque nous revenons au Ring ce soir pour l'avant-dernière fois. Je vais détailler ça dans un tout petit instant, mais je voudrais quand même, faire observer ici, c'est un peu off record si vous voulez, le Vendredi saint est un temps fort de l'ultime œuvre de Wagner, n'est-ce pas? De son testament, Parsifal, nom germanisé de notre Perceval, de la matière de Bretagne, Perceval le Gallois, n'est-ce pas? Parzival. Je vais pas vous raconter, on n'a pas vu, presque un dixième de ce qu'il faudrait dans le ring, j'exagère un peu, mais par contre, je ne vais pas vous raconter Parsifal qui dure à peu près aussi longtemps que le crépuscule des dieux, c'est-à-dire assez longtemps quand même et je dis ça parce qu'on va surtout s'attarder sur le crépuscule des dieux aujourd'hui, mais voilà, c'est le vendredi saint qui, comme vous le savez, avant que la civilisation chrétienne n'en fasse le jour du deuil, que chacun connaît, était déjà un moment festif où on fêtait le renouveau de la vie au printemps et dans Parsifal, n'est-ce pas, heu, Parsifal, le personnage, ne comprend pas pourquoi, en ce jour de deuil où notre Seigneur est mort pour nous sur la croix, que toutes les fleurs poussent leur corolle dans l'air. C'est le fameux enchantement du vendredi saint, oui. Alors que, et je reviens à notre propos maintenant, aujourd'hui, nous allons parler exactement en sens inverse. C'est pas le printemps de l'année, c'est pas le moment de Pâques, c'est le crépuscule et pas un crépuscule comme il y en a tous les soirs et qui revient le lendemain, mais un crépuscule, irrévocable puisque c'est rien moins que le crépuscule des dieux, il faudrait bien s'expliquer. En tout cas, on sent qu'il y a un monde qui, lui, va sombrer dans l'abîme, n'est-ce pas? Je vous dis tout de suite que ce monde des dieux, dans l'œuvre de Wagner, va sombrer dans l'abîme pour laisser la place à celui des hommes. Ce qui d'ailleurs est assez, bien exprimé dans la mise en scène, que nous allons suivre, cette fois-ci encore, celle de Chéreau et Boulez. J'ai pas de contrat avec eux, mais j'ai discuté longuement des différentes interprétations, longuement. Il faudrait en discuter beaucoup plus longuement. Mais j'ai essayé d'être un peu systématique la dernière fois pour répondre à l'une des questions qui m'a été posée sur, quelles sont les meilleures interprétations du Ring et sans doute quelqu'un qui aime la musique puisqu'il a dit les meilleures versions audio, sous-entendu la mise en scène, bon elle peut être bien, elle peut être pas bien, mais enfin je veux dire, c'est quand même la musique qui est l'essentiel dans tout ça. Heu et surtout ça, il faudra revenir sur la part de la musique, du texte, de l'action, bref. Heu, je ne vais pas y revenir parce que c'est trop important pour ne pas vous dire tout de suite: «Oh, je vais pas faire des développements abstraits», tout au contraire. Pour un problème aussi important, je vais le condenser sur une anecdote célèbre dans les biographies de Wagner, n'est-ce pas? Heu, Wagner a un invité, invité à assister aux répétitions de Parsifal justement, vous voyez? De son œuvre ultime. Donc la salle est vide, il y a quelques privilégiés qui ont le droit d'assister à des répétitions invités par Wagner. Il y en a un que Wagner voit par derrière dans la salle obscure. Vous savez que Wagner demande bien avant que le cinéma n'existe, il demande à ce que l'obscurité totale dès que les lumières, du théâtre s'éteignent et
Est-ce que la musique est un art du temps? C'est pas un art de l'espace illuminé par le soleil, mais de la lumière intérieure et il voit le personnage, la bouche entrouverte, complètement subjugué par une scène qui stupéfie l'œil et l'oreille. Il s'agit de la fameuse scène de monstration du Graal dans le premier acte de Parsifal. Wagner arrive par derrière, met ses mains sur les yeux de celui qui était toute audition et contemplation et lui dit cette phrase célèbre, c'est même pas une phrase, cette formule célèbre: «Brille ab». Sans lunettes, sous-entendu s'il te plaît, pas de lunettes. Presque un aveu d'échec, lui qui a toute sa vie à lutter pour faire l'œuvre d'art totale qui réunit à la fois la musique, la gestique, la mise en scène, la peinture et j'anticipe beaucoup de choses. Quand je vous disais, c'est quand même la musique l'essentiel, c'est pas un caprice à moi là, c'est qu'est-ce que nous sommes dérisoires vis-à-vis de tous ces enjeux. La subjectivité oui, mais le subjectivisme comme c'est oiseux. Brille ab, veut dire au cas où tu perds tes repères, rentre dans la musique, quitte le monde du jour. Alors, je vous disais, c'est le crépuscule de tout un monde qui va laisser la place à nous, à nous, à l'humanité et puis l'humanité, «moderne» entre guillemets, mature disons, mature, si tant est que ça a un sens. Ni l'enfance de l'humanité, ni sa sénilité décadente, c'est mature et or, je vais commencer, heu on va écouter 3 grands extraits du Crépuscule des dieux. Voilà, avant de dire par où je vais commencer. 3 grands extraits qui 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 nous permettent de, heu disons, un qui est pris surtout au début et la plupart des autres au 1er acte et la plupart des autres au 3e acte. Il y a toujours 3 actes, hein, dans les ouvrages de Wagner. 2 actes extrêmes entourant un acte médian où en général l'action s'opère. Un acte qui expose, un acte où il y a l'action irréversible qu'on ne peut pas rattraper en bien ou en mal, qui sauve ou qui damne et puis il y a la résolution de toutes ces contradictions en principe dans le 3e acte, voilà. Hem, ces extraits sont beaucoup plus longs que ceux que nous vous avons diffusés jusqu'ici. Pourquoi? Eh ben, pour répondre à la question «Pourquoi?», non pas, pour vous bassiner avec des longueurs, ça dure 5 heures, hein, le crépuscule, 5h10, je ne vais pas vous passer tout, de longs extraits et non, sérieusement, parce que et ça c'est une bonne nouvelle, parce que nous avons des équipements pour ce faire. Je remercie l'association, au premier chef, Pierre Alain. Je remercie Philippe qui est venu, il y a un mot pour ça, conformer je crois mon ordinateur pour qu'il, soit compatible avec le matériel de l'association. Hem, enfin l'ordinateur qui est chez moi, hein, avec, les autres équipements de l'association et et donc vous avez sans doute une meilleure lumière, un meilleur son surtout. J'espère que c'est pas en train de bugger. Heu et surtout, surtout, on peut en direct passer n'importe quelle séquence, soit une séquence de streaming empruntée, je dis n'importe quoi, à Deezer, à YouTube, Spotify, ce que vous voulez et ou soit un CD, pour venir illustrer le propos, mais dans des normes, allez, dans des normes quasi hi-fi, haute fidélité. Ce sont des normes objectivement définies en principe, hein. Je veux dire, bon, pour la pour pas mal d'entre vous, je veux dire, le son à l'arrivée quand vous voulez écouter, ce qu'on envoie, c'est le son de l'ordinateur. Alors ça, c'est tout sauf le son hi-fi et
tant que vous ne connaissez que son ordinateur, vous êtes très, très loin de la musique. Non, non, mais je dis pas ça, c'est pas du mépris, moi j'en ai un ordinateur. Si vous écoutez au casque, je sais que c'est un peu embêtant pour les séquences longues, tout ce qu'on veut, mais enfin et a fortiori si le casque n'est pas juste un petit écouteur, acheté en vitesse, dans un bar tabac en vacances parce qu'on a oublié d'emporter un beau casque de Paris. Heu, c'est connu des audiophiles, hein, et les gens de studio, toutes choses restant égales par ailleurs, avec le même ampli, avec la même lecture, avec la même source, le casque est de tous les éléments de la chaîne, celui où il y a le moins de distorsion. Voilà. Mais enfin, hors casque, qu'est-ce que c'est que les 2 watts, 3 watts et demi d'un ordinateur? C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Voilà, il y a aucun relief. C'est un peu comme, si, vous regardez le Jugement dernier de Michel-Ange, n'est-ce pas, sur une petite photo en noir et blanc qui fait 2 centimètres de côté. Non, non, j'exagère pas. Écoutez, je sais pas moi, le Sacre du printemps de Stravinsky, des machines qui ont pas mal d'effectifs comme ça, ou une symphonie de Mahler, si vous préférez un autre feeling, ou bien un big band, n'est-ce pas, de Gil Evans, Gil, pas Bill, Gil Evans, n'est-ce pas, qui a offert toute sa diaprure impressionniste, n'est-ce pas, comme une rampe de lancement pour que Miles Davis, fasse les quelques pas qu'il qu'il nous accorde quand il joue. Voilà, magnifique, magnifique arrangeur et direction d'orchestre. Écoutez-le sur son ordinateur, écoutez-le dans un auditorium, hein, il y en a quelques-uns dans les grands centres urbains. Vous verrez la différence. Oh, chez un ami qui a une vraie chaîne hi-fi. Voilà. Bon, après cette parenthèse, très vaguement audiophilique, mais tout de même, j'ai insisté sur le fait que la musique, c'est quand même pas l'inessentiel dans tout ça. Heu, heu, nous avons ici affaire à nous avoir écouté 3 séquences dans, j'espère, d'assez bonnes conditions, et je vais commencer par une séquence que vous avez déjà entendue en partie. Là encore, je surdétermine la séquence de ce soir par une séquence d'un autre cycle que celui sur les sciences historiques, celui que j'avais fait pas très longtemps auparavant sur l'oubli, l'amnésie et au contraire, le retour de la mémoire, l'anamnèse. J'avais fait un cycle là-dessus. Voilà, c'est pour vous mettre à l'épreuve et voir si ceux qui suivent comprendront beaucoup mieux, pas seulement ce que je vais dire, c'est pas le plus important, mais surtout le ring lui-même. Le propos musical, dramatique, textuel, tout ça fondu, j'en profite pour rappeler une chose fondamentale. C'est tellement important qu'on oublie de le répéter. La notion de drame chez Wagner qui, à partir de l'or du Rhin, quand il trouve sa manière définitive, qu'on appelle en allemand le Ton, Ton ça veut dire musical, Tondrama, drame lyrique, mot à mot, drame chanté, hein. Beaucoup croient que le drame, c'est le cas pour les autres compositeurs, c'est le texte, voilà, sur un livret écrit par un tel ou bien par le compositeur, c'est rare, enfin Wagner est le premier à le faire systématiquement. Donc le drame, c'est l'affaire du langage, du texte. Certains anthropologues ont dit de la partie féminine. Je renvoie à une étude faite sur, le thème de l'androgyne chez Wagner. Ne croyez pas que je suis en train de resexuer, n'est-ce pas, les genres. C'est tout le contraire, c'est une œuvre qui montre justement que les sexes s'échangent tout le temps chez ce diable de Wagner. Donc, on va le voir à propos du Ring d'ailleurs. Donc il n'y a pas le drame d'un côté, le langage, la clarté, la détermination, et l'autre côté la musique avec tout ce qui est plus proche de l'âme que de l'esprit, des passions, n'est-ce pas, que de la raison. Je dis un peu des banalités, mais enfin grosso modo, c'est pas tout à fait faux. C'est pas ça le drame chez Wagner. Pour Wagner, hein, dans tous ses écrits théoriques et surtout bien sûr dans son application à chacun des drames lyriques que sont La Valkyrie, Siegfried, Le Crépuscule des dieux, L'Or du Rhin,
tout ce qui est après Lohengrin, qui est le dernier des opéras romantiques, hein. Dans sa jeunesse, il fait des opéras romantiques. Il y en a 3 dans l'ordre chronologique. On révise, hein. Le premier, Le vaisseau fantôme, sur une légende, pas encore sur le mythe, sur une légende. Puis Tannhäuser, sur là aussi une légende médiévale. Troisièmement, Lohengrin. Voilà, terminé. Ça, c'est l'opéra romantique inauguré avant lui par Weber, n'est-ce pas, qui a créé pratiquement l'opéra allemand. Même si les spécialistes savent que le premier grand opéra allemand, c'est La Flûte enchantée, mais Mozart a fait les meilleurs opéras italiens. Il a fait des chefs-d'œuvre dans le genre de l'opéra français, je pense à Bastien et Bastienne, entre autres. Et même des Singspiel, comme on dit à Munich ou à Vienne, n'est-ce pas? La Flûte enchantée, l'enlèvement au sérail, etc. Ça veut dire mot à mot je chantais, Singspiel. Donc, insistons bien là-dessus, le drame, ce n'est pas le texte face à la musique. Le drame, c'est ce qui résulte de la fusion. C'est là que c'est très dialectique, n'est-ce pas? Où tout ce qui s'oppose, la dichotomie que je faisais, l'un c'est la passion, l'autre c'est la raison, l'un un peu viril, l'autre est plutôt plus tendre, plus féminin, au sens des rôles qu'on a distribués à ces gens pendant des milliers d'années, hein. Ça peut compter, et pour plus longtemps qu'on ne croit. Quitte à ce qu'on le déplore, hein, ça c'est autre chose. Je ne suis pas le dernier à le penser. Heu, Toutes ces oppositions-là, tout d'un coup, fusionnent dans une entité qui est le drame. Le drame résulte de la conjugaison de tous ces genres artistiques séparés, hein, le geste, le drame, le texte, la musique, le chant, n'est-ce pas, la lumière, le décor, voilà. Je referme cette parenthèse. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que ce soir, comme on a un son à peu près digne de la partition, enfin à peu près, mieux que ça, hein, mais je veux dire, compte tenu du direct, du zoom, des conditions de réception des uns et des autres, je veux dire, mais en tout cas, la source est bien meilleure que d'habitude. La source, c'est Pierre Alain, si je puis dire. Et, euh, et qui nous fait résonner ça depuis l'Islande en espérant que les craquements du volcan qui est en train de s'y activer ne va pas couvrir la musique. Ce serait une extraordinaire coïncidence qui viendrait à pic illustrer la scène finale de Crépuscule de Dieu où tout s'effondre dans les flammes. Voilà, mais je ne veux pas anticiper. 3 séquences. La première, j'ai dit que vous la connaissez. On l'avait vue et je l'avais programmée même comme générique de notre premier numéro sur mémoire, anamnèse, etc. C'est la scène des 3 Nornes. Vous savez, les Nornes, dans la mythologie germanique, 3 personnages féminins, les Nornes, sont l'équivalent de ce que sont dans la mythologie grecque les parques. Elles ont la même fonction, les mêmes outils, les mêmes objets à la main et la même fonction prédicative. Prédicative et prédictive. Prédicative, ce ne sont pas des logiciennes, mais prédictive. Elles filent le câble du destin. Et vous allez voir qu'il y a un refrain lancinant qui vient dans cette scène des Nornes. Oui, pardon, je fais trop vite. J'ai dit qu'elles ont les mêmes objets à la main. Comme les parcs, elles ont la corde, le câble, le fil, très belle métaphore, le fil de nos vies, elles le tiennent dans leurs mains, n'est-ce pas? Ils ne le tiennent non pas qu'à elles, hein, mais qu'au destin, qu'il y ait des nœuds, qu'ils soient lâches, qu'ils soient tendus. Ne disons pas qu'ils se cassent, ce serait terrible, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on avait vu une partie de cette scène, sauf que vous allez la voir dans de bien meilleures conditions. Et là, j'exprime toute ma gratitude à Pierre Alain d'avoir rajouté un maximum de lumière à une édition, je ne veux pas dire du mal de Deutsche Grammophon, qui fait d'excellentes gravures sonores, mais du Ring, c'est le fameux Ring du centenaire, hein, de Boulez-Chéreau,
mais qui est souvent très sous-exposé, assombri. Déjà que le Crépuscule des dieux est une œuvre crépusculaire, n'est-ce pas? Qui se passe souvent entre chien et loup, comme on dit admirablement en français, l'heure la plus dangereuse pour la conduite en voiture, n'est-ce pas? La nuit, il y a des phares, c'est clair, on voit lumière sur ténèbres, le jour aussi, mais alors entre les 2 là, faites attention. Heu, c'est dans cette lumière, y compris au sens musical, il y a des drôles d'harmonies qu'on n'avait jamais entendues. N'oubliez pas que Wagner a interrompu le Ring en son milieu, lors du Rhin, la Valkyrie Siegfried, le crépuscule des dieux, qui dure très longtemps. Siegfried étant le milieu, l'œuvre la plus gaie, la plus bondissante, la plus jeune. On a souvent dit que c'était le scherzo de cette gigantesque symphonie que serait le Ring si on filait la comparaison. Et il a abandonné, comme il le dit dans une lettre, son Siegfried en pleine euphorie dans la forêt. Il vient de tuer le dragon. Il n'a plus qu'à ramasser le trésor et écouter ravi le seul compagnon depuis sa naissance, avec qui il a eu un rapport positif. Il dirait qu'il n'a connu que le forgeron qui l'a élevé. Heu, c'est, c'est l'oiseau. L'oiseau dont il entend, heu, la voix par des flûtes et des hautbois. Je ne suis pas dans le crépuscule des dieux, je suis dans Siegfried, acte 2. On avait écouté quelques passages de ce qu'on appelle, quand on joue en extrait, les murmures de la forêt. Siegfried, acte 2, les murmures de la forêt, Waldweben. Si, je le rappelle quand même, parce que tout le monde n'était pas là, Waldweben, murmure. Wald, c'est la forêt. Wald, wild, sauvage. Esta selva selvaggia, comme dit Dante dans la Divine Comédie. Sauvage, selvaggia, ça vient de selva, la forêt. Silva, je vois qu'il y a un Sylvain qui m'écrit, je le salue. Esta selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, n'est-ce pas, qui faisait jaillir la peur dans la pensée. Voilà la vieille forêt dont Marx dit, n'est-ce pas, et quelque part, qu'il faut laisser en paix, enfin se garder d'agiter les forêts teutones, n'est-ce pas? Eh bien, Siegfried laisse son héros en paix dans la forêt qui murmure comme ça, en balançant les branches des sapins sur des croches legato, et pendant près de 12 ans, la composition du Ring est interrompue. À pas l'activité de compositeur de Wagner, parce que son humeur devait se consacrer à autre chose que la matière du Ring, que la matière épique, héroïque du Ring, n'est-ce pas? Ça la passion la plus amoureuse, la plus dévorante jamais exprimée en musique, Tristan. C'est à ce moment-là qu'ils veulent composer, en révolutionnant, l'harmonie, de son temps, qui pourtant était déjà malmenée, enfin en la poussant à ses limites, hein. C'est pas un compositeur atonal non plus, hein, mais enfin, je veux dire, il montre qu'il ouvre des portes vers, ce que seront bientôt, l'absence de tonalité. Laissons la musicologie pour l'instant. Donc il écrit Tristan. Donc dans le crépuscule, nous allons entendre, nous avons une écriture wagnérienne enrichie par toutes ces avancées harmoniques. Là, on est en musique, hein, harmonique, mélodique, rythmique. Et puis, et c'est lui-même qui fait la comparaison, de même que la tradition dans la cité grecque antique voulait qu'après une trilogie tragique, terrible, des histoires terribles, l'histoire des Atrides, pas Agamemnon, tué au retour de Troie par son épouse tuée, et donc le père vengé par son fils Oreste, que de sang. Un destin si funeste et si digne d'Atrée et digne de Thyeste. C'est le dernier distique que Edgar Poe met dans la lettre volée, dont Lacan a fait le commentaire illustre que l'on sait. Un destin si funeste, si digne d'Atrée et digne de Thyeste. La série des Labdacides, peut-être encore plus terrible, hein, c'est là qu'on retrouve le pauvre Oedipe, n'est-ce pas? Qui s'arrache
quand il sait la vérité, ses yeux qui lui ont servi à rien pour trouver la vérité, puisque les yeux cherchent par définition à l'extérieur. Il n'a pas écouté l'oracle. Gnotis eroton, connais-toi toi-même. Il n'a pas retourné le regard sur le regardant. Vous savez, la flèche qu'on appelle la réflexivité en mathématiques. Ainsi, l'égalité est réflexive, car on peut dire non pas A égale B seulement, mais A égale A. Pop! Il n'a pas mis un miroir, reflet, réflexion, devant ses yeux. Donc, toutes ces histoires terribles, les Grecs avaient coutume de laisser la dernière journée sur la vie, le retour au vivant, à la bonne humeur, bref, sur une comédie. Trilogie, plus une comédie, ça fait tétra, ça fait 4 tétralogies. Wagner, après Tristan, enchaîne sa seule œuvre dite comique, Les Maîtres chanteurs. Allez, il y a des passages même qui tiennent de la farce, de la bouffonnerie. Le vieux Verdi, à 80 ans, on pense qu'il est cuit, il écrit Falstaff. Verdi, tu passes de Verdi à Wagner. Oui, les deux sont nés en 1813, j'ai le droit de faire des comparaisons. Il y en a un qui s'identifie. Les deux sont contemporains des mouvements politiques qui vont faire l'unité nationale de leur pays. L'unité allemande se fait du vivant de Wagner, l'unité italienne se fait du vivant de Verdi. Au point qu'être disciple de Verdi, c'était mal vu par les pouvoirs, parce que les lettres qui font Verdi, n'est-ce pas, étaient les initiales de Vittor Emmanuel, re d'Italia. Vittor Emmanuel, le roi du Piémont, qui joue un peu le rôle de la Prusse pour unifier l'Italie, et qui était donc l'idole des progressistes à ce moment-là, enfin, pas le roi lui-même, mais je veux dire la politique piémontaise, celle de Cavour, hein, le Bismarck italien. Vittor Emmanuel, re d'Italia, Verdi. Voilà, ceux qui connaissent le cinéma savent qu'il y a un très beau film de Visconti, un de ses films de jeunesse, Senso, où il y a des vues de Venise, mais ne serait-ce que ces séquences, il y a des rideaux agités comme ça. C'est sur un roman, j'essaie de me rappeler. Enfin, c'est le film commence à l'opéra pendant qu'on joue le Trouvère de Verdi et avec les partisans qui se lèvent dans la salle et qui crient Vive l'unité italienne en pleine séquence d'opéra, n'est-ce pas, en plein silence de salle de concert. Voilà. Donc, oui, je compare. Pourquoi? Parce qu'à 80 ans, Verdi fait ses maîtres chanteurs à lui, c'est Falstaff, sur un texte shakespearien. Les deux derniers grands chefs-d'œuvre de Verdi, les deux derniers ouvrages, sont tous les deux tirés de Shakespeare. Et oui, le plus grand des dramaturges sonores de l'Italie, hein, dans l'époque moderne, parce qu'il y a l'immense Monteverdi, c'est pas, entre le XVIe et le XVIIe siècle, le Verdi emprunte ces deux textes à Shakespeare, Othello, la version sombre, c'est le cas de dire, et puis une rigolade, une pochade, qui n'était même pas destinée à être jouée en public. Verdi voulait jouer pour les connaisseurs entre amis, et c'est là qu'il va le plus loin musicalement. Et l'équivalent de Wagner, c'est les maîtres chanteurs, et on sait que Nietzsche lui-même s'avouait vaincu et avouait sa tendresse pour cette œuvre inimitable. Donc, cette longue parenthèse où Wagner écrit Tristan, puis les maîtres chanteurs, où sa maîtrise de l'écriture musicale atteint un degré, n'est-ce pas, vers lequel s'acheminait tout son itinéraire antérieur, il n'a plus rien à prouver, donne à la partition du crépuscule des dieux une place à part dans le ring, une souplesse harmonique, une puissance métamorphique de chaque instant. C'est un peu dur à suivre, du coup, c'est mouvant. C'est plus facile d'identifier des motifs géométriques, n'est-ce pas, que des courbes incessantes, comme ces vagues de la mer. La mer, l'océan est le principal personnage de Tristan, musicalement. Écoutez le premier acte de Tristan, la grande colère d'Iseux sur la mer. Et vous comprendrez que le personnage principal, c'est ni le roi Marc, ni Tristan, ni même Madame Iseux la blonde. C'est la mer.
Et à la différence du fleuve qui a une direction, du cours d'eau, du torrent, du ruisseau, du grand fleuve, la mer, ça va dans tous les sens et il y a des formes qui apparaissent et qui retombent après dans l'informe jusqu'à ce qu'une nouvelle forme surgisse. C'est ça, les vagues. Wagner a réussi à mettre ça en musique. Dans le crépuscule des dieux, vous retrouvez cette souplesse, mais bien sûr, en revenant à la couleur tragique, héroïque, qui est la matière même du ring et, et des mythes germaniques qui s'y illustrent. Donc, la scène des Nornes, elle est exceptionnelle à tous égards. Je vous le dis avant, hein. D'abord parce que les Nornes, ces personnages donc, qui filent le câble du destin, sont les seuls personnages de tout le ring qui n'apparaissent qu'une fois. Elles sont 3. Ça vous rappelle 3 autres filles? Oui, les filles du Rhin. Cet immense ouvrage, sans doute le plus gigantesque conçu par un artiste dans l'histoire de l'Europe, n'est-ce pas? Puisqu'à Bayreuth, on parle de première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée, un prologue et trois drames lyriques. Commence à toute première scène, toute première parole, qui sont à peine des paroles, que c'est un gazouillis, si vous vous rappelez, à retenir, on y reviendra. On y reviendra à l'équivalence, les femmes, les oiseaux. Du point de vue, je parle scientifique, là, on verra que les intervalles de notes qui signifient les oiseaux et les femmes ont de troublantes, plus qu'analogies, n'est-ce pas? Sont identiques à la rythmique près. Donc, nous aurons le temps de le voir en détail. Pour l'instant, il faut savoir qu'on a déjà vu 3 femmes, les filles du Rhin. L'insouciance, la jeunesse de ces êtres éternellement immatures, comme des gamins jouant dans l'eau. On a toujours du mal à les en tirer, vous savez, les enfants. C'est ça, les filles du Rhin. Elles sont à cheval entre l'enfance et la maturité, entre l'animalité et l'humanité. Elles bavardent sans s'apercevoir qu'elles parlent trop. C'est ce qui va révéler au nain Albéric que l'or qu'elle garde peut donner la puissance sur le monde et qui va lui faire commettre l'acte irréparable, n'est-ce pas, qui va décider de tout l'ouvrage, le rapt de l'or. Et qui n'est pas encore maudit. C'est après qu'il sera maudit. Mais ces 3 filles du Rhin, Volage, les ondines, sirènes, un peu railleuses, regardez le numéro de vamp qu'elles font à ce pauvre Albéric qui arrive sentant le poisson, comme dit Glouskar, vers un nouveau progressisme, où il reprend le personnage d'Albéric dans l'Or du Rhin en disant: le prolétariat, c'est ça, c'est celui qui est vanné par les filles du Rhin. Il sent mauvais, il est noir, il vient de l'atelier, il vient de l'usine. Il n'a pas tous les gestes de la séduction. Et il n'a pas le pompon des marins de la Royale. Et et par contraste, plus frappant, d'antisymétrie avec les 3 Nornes. Les 3 Nornes sont presque pas des mortes vivantes, mais comment dire? On voit qu'elles sont la voie d'une espèce d'éternité immémoriale. C'est pas la jeunesse du monde. On réalise l'incroyable vieillesse de l'univers dans cette scène. Son épaisseur temporelle, tout ce qu'il y a raconté. Et c'est pour ça que je commence par cette scène. Parce que comme je ne peux pas vous faire écouter le ring in extenso, n'est-ce pas, sans m'interrompre, je ne peux que vous le recommander, pas en une seule fois. Si vous n'êtes pas habitué, pas en une seule fois. Par contre, quand on est habitué, à peine c'est fini, les 4 journées qu'on a envie de recommencer. Non, non, mais je vous garantis, je fais l'expérience avec des gens qui n'auraient pas supporté ça pendant 20 minutes au départ. Mais vous savez, quand on était enfant, il y a des plats cuisinés qu'on ne trouvait pas bons et cetera, et c'est plus tard qu'on se dira dire: «Je suis passé à côté de ça».
C'est pour ça que j'ai choisi cette scène parce qu'elle est récapitulative. C'est pourquoi je me suis permis, je vois que Pierre-Alain a eu la gentillesse de le retranscrire ici pour vous, ce cette 1re partie, ce 1er grand extrait des 3 grands extraits qu'on va voir, je l'ai nommé «L'anamnèse avortée des Nornes» et là, je voudrais bien qu'on se rappelle non, pas tout ce que j'ai dit, on va pas je sais bien qu'il y a une spirale là-haut, là, qui est dessinée, qu'on tourne en rond, même si c'est pas pour revenir au point de départ, si vous remarquez bien. Non, non, simplement qu'on se rappelle le résultat de l'enquête qu'on avait menée ensemble alors. C'est que la mémoire, c'est là que je m'insurge encore et que je défends, n'est-ce pas? Les sciences du sujet contre ceux qui croient qu'ils étudient le sujet en faisant un objet. J'ai fait allusion à ça dans ma dernière réponse aux questions, une question très intéressante qui me demandait de rapprocher ma critique de la phrase de Durkheim: «Il faut traiter les faits sociaux comme des choses» et je crois avoir rendu justice à Durkheim, qui est quand même autre chose que, l'objectivisme et le scientisme, du néopositivisme et du cognitivisme, qui fleurit sur la planète, depuis la contre-révolution des années 70, depuis que financiarisation de l'économie. Allez, vous allez dire: «Il délire maintenant, il mélange tout». Comme vous voulez. Prenez le repère des années 70 et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui caractérisent le monde dans lequel vous vivez et qui sont apparues à ce moment-là, hein. 68, c'est un prodrome des années 70, hein. C'est la suite et fin de la guerre froide qui commence. Donc, heu, soyons très attentifs. Dans la dernière partie, on a vu que la mémoire, c'était pas du tout ce que peut en penser, bon, je vais le caricaturer un peu, mais par souci de simplification, parce que j'ai pas le temps. Ce n'est pas rendre justice à certains qui font des sciences cognitives de manière très rigoureuse dans des laboratoires à qui je tire mon chapeau et qui ont des résultats partiels extrêmement pertinents. C'est peut-être la manière de les généraliser et de l'exprimer dans le langage de tous les jours qui n'est pas le langage de la science, où tout d'un coup l'idéologie vient se glisser. Mais c'est une autre histoire, j'ai eu d'autres occasions, on en aura d'autres de revenir là-dessus. Restons à notre propos. Dans cette conception positiviste, mécaniste de la mémoire c'est quoi? J'ai dans ma tête, allez je vais parler grossièrement, nous avons dans notre tête, un micro, une caméra, qui enregistre, une bande magnétique, excusez-moi, je retarde, hein, c'est pas maintenant c'est numérique l'enregistrement, voilà. Enfin bref, de quoi enregistrer, capter. C'est pas ça la mémoire. Sinon on comprendra pas, parce que cela là, plus le temps passe, plus il y a de l'entropie, plus les bandes s'abîment, plus elles se dégradent et moins le son est bon, moins l'image est nette. Vous regardez une photo qui est dans vos tiroirs depuis 30 ans, elle n'a pas la même netteté, je sais pas si elle est encore visible et je parle pas des vieilles bandes magnétiques, n'est-ce pas, que beaucoup ont jetées en perruque. Avec le numérique, un peu plus de durée quand même, n'est-ce pas? Mais là aussi, il faut bien que ce soit bien conditionné. C'est pas une affaire de temps, la mémoire réelle. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait hier, là, comme ça, si vous m'interrogez entre 9h17 et 9h23. J'aurais pu dire entre 16h32 et 16h34 d'ailleurs. Je sais pas. Je peux vous raconter seconde par seconde des scènes qui me sont arrivées comme à vous quand j'avais 3 ans. La mémoire est sélective. Le magnétophone, le micro ne sélectionne pas, tout ce qui passe, il capte. Il y a pas de sujet là. C'est là qu'on le voit, un sujet, il commence avec la sélection. Ça je prends, ça je prends pas. Le monde animal est plus sujet que le monde minéral. Vous voyez, quand je dis les plus et les moins, on s'entend mieux. Je suis pas en train de faire une coupure, à la hache entre l'homme et l'animal. L'homme est plus sujet que l'animal est plus sujet que les plantes parce que ça a été mesuré. Le meilleur système visuel du monde animal, la vue des oiseaux de proie, ça a été étudié, mesuré, la vue du faucon, de l'aigle royal, ce que vous voulez. Il y a un marat du choix, la vue de proie varie, l'acuité de la vue dans le même individu varie
selon qu'il est en état de satiété ou qu'il a faim. Vous devinez que l'acuité visuelle est beaucoup plus grande lorsqu'il rôde au-dessus de la plaine comme ça. Affamé parce qu'il y a longtemps qu'il a fait son dernier repas, pas, ça je prends pas. Il y a un intérêt du sujet, c'est pas, qui n'a rien à voir avec l'action, les rayons lumineux de l'objet, tout ça, tout ce qui existe aussi, mais qui vient de l'objet. Il y a une donnée et je suis pas dans l'idéalisme là. Là, le sujet, c'est que c'est un être qui a faim, c'est du concret, hein. C'est pas un pur esprit. Le ver de Nerval, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Non, non, il s'agit même pas de ça. Je rappelle tout ceci pour dire que là, c'est pour ça que j'ai conclu là, avant d'en venir aux normes qui vont donner une illustration, une incarnation de notre conclusion sur le cycle mémoire et anamnèse, et j'y tiens. Excusez-moi, je regarde l'écran de temps en temps. Je J'insiste sur le fait que nous avions conclu en disant: «La mémoire ne va jamais tout à fait jusqu'au bout, c'est un va-et-vient». J'avais cité, je crois, mais je le recite encore, cet admirable film de Mankiewicz qui s'appelle Suddenly Last Summer, Soudain l'été dernier, avec Montgomery Clift et une Elizabeth Taylor qui était à peine connue à cette époque-là, qui joue admirablement, qui était toute jeune, une grande actrice qui venait du cinéma et du théâtre et de Shakespeare, pardon. Comme son futur mari Burton d'ailleurs. Donc, où tout le film, c'est un effort pour faire retrouver à cette femme qui est cette jeune femme qu'on a fait enfermer dans un asile psychiatrique pour l'empêcher de parler de ce qu'elle a vu, le meurtre de son frère. C'est un effort qu'elle fait incessant. Des fois, elle y arrive presque, elle a des sueurs, elle a une crise de nerfs, elle revient en arrière, vous voyez? C'est comme un Sisyphe qui remonte sa pente. C'est ça la mémoire. Parce qu'il y a dans celui qui fait un effort de mémoire, un effort pour ne pas se souvenir. On oublie toujours que dans le sujet, et c'est ce qui fait que c'est pas un objet, il y a de la négativité. Lorsque le diable, enfin, sous la forme de son représentant Méphistophélès, lorsque le diable convoqué par Faust, n'est-ce pas? Le héros moderne par excellence, n'est-ce pas? Dans le Faust de Goethe, lorsque, il dit, c'est ça la première scène, hein, médecine, philosophie, droit, j'ai tout travaillé, me voilà gros Jean comme devant, je suis envahi de plus en plus de doutes. Bon bref, l'éternel problème de l'intellectuel insatisfait et donc en désespoir de cause, il se tourne vers les sciences occultes, n'est-ce pas? Il connaît les formules, il a les livres dans son antre, dans son laboratoire et l'esprit apparaît, l'esprit du mal, Méphistophélès. Et lorsqu'il peut le regarder, Faust lui dit: «Qui es-tu? Vous croyez que j'ai perdu mon fil?» La négativité. Il répond: «Je suis celui qui nie». On va me dire: «Mais tu exagères, tu nous demandes d'être diabolique, quoi. Un sujet, on n'est pas sujet si on n'a pas quelque chose de diabolique». Oui, c'est ça que je dis, mais diabolique au sens positif. Parce que, allez, citons le texte jusqu'au bout, hein. Il y a un prologue dans Faust, un prologue qui se passe au ciel, où le bon Dieu discute avec Méphistophélès. Lequel d'ailleurs à la fin de la scène dit: «Il est quand même sympa le bon Dieu de discuter avec un pauvre diable». Lorsque le diable s'en va, le bon Dieu dit à ses confidents et à ses anges autour: «J'aime bien cet esprit de négativité, s'il n'était pas là, l'homme ramollirait. L'homme se vautrerait dans l'habitude. Bref, il serait une abeille qui fait toujours les mêmes gestes. Sur des milliers d'années, il n'y aurait pas d'histoire». Or là, avec le ring, il faut restituer une histoire. Ces préambules étaient importants. Nous allons donc voir une scène d'anamnèse. Mais anamnèse avortée, vous comprenez maintenant le mot avorté. Alors je vous le dis maintenant, c'est pas un roman policier, je peux vous dire surtout qu'on l'avait déjà vu pour la plupart de ceux qui ont la gentillesse de suivre mes causeries.
le fil des nonnes se casse à un moment donné. Elles ne peuvent plus prédire l'avenir. Quelque chose s'est passé. Pas On verra après que c'est la liberté du héros humain qui fait qu'on ne peut plus comme ça dérouler une logique implacable, censée être figurée par le câble du destin. Heu, mais, et elles disent: «Nous ne pourrons plus prédire l'avenir, c'est fini, c'est avorté». Non pas parce que la mémoire est impuissante et tout, n'est-ce pas? Mais parce que l'avenir n'est pas joué. Il est ce qu'on en fera. On va donc, je vais demander à Pierre-Alain de commencer cette scène. Je ferai quelques commentaires parce qu'on ne parle pas beaucoup musique là, hein. Je fais quelques allusions générales, mais ça va être l'occasion ou jamais, parce que c'est des extraits longs, de rappeler à quelques-uns des leitmotifs, les thèmes récurrents, vous savez, caractéristiques du propos musical wagnérien, c'est de faire revenir de temps en temps, parce que c'est une musique qui ne se répète jamais, sauf dans les leitmotifs, et encore, c'est jamais sous le même aspect qu'ils reviennent, qui désignent tantôt des objets, je sais pas moi, l'épée, le casque, le heaume, bon, heu le Rhin, le fleuve, tantôt, des personnes, n'est-ce pas? Le thème de mime, boitillant et bondissant, le thème du Valhalla, le palais des dieux, majestueux et et un tantinet presque vaniteux, tu vois? Heu, C'était l'époque, autour de Wagner, on construisait, ce qu'on appelle les immeubles staliniens, c'est curieux dans le monde anticommuniste, mais c'est exactement les mêmes. Regardez le Trocadéro à l'époque. C'était, des immeubles staliniens à Moscou, des immeubles wilhelmiens à Berlin et des immeubles victoriens à Londres, qui sont tous un peu gigantesques. C'est pas des dieux. Les dieux, c'est la grande bourgeoisie, n'est-ce pas? Qui atteint son apogée à la veille de la guerre de 14. Après ça change de sujet. Donc nous allons entendre la toute première scène du Crépuscule des dieux, qui est un prologue. Il y a un prologue à tout le ring qui est l'Or du Rhin, qui dure, plus d'1 h 50 d'une traite comme ça, et puis il y a ce prologue-là, où nous sommes transportés, mais où? Alors voilà, parce que nous sommes censés être au rocher de Brunhild, le rocher où longtemps elle a dormi entourée de flammes. Ça, je vous sautais, on l'a pas vu, on peut pas tout voir, n'est-ce pas? On n'a pas vu la scène admirable. Nietzsche disait que la sphère des orages et des sublimes elle-même est dépassée, quand il parlait de la scène où Siegfried réveille Brunhild, le 3e acte de Siegfried. Siegfried acte 3, duo, vous mettez ça sur YouTube, duo solaire, c'est pas le duo Tristan, mortifère, nocturne et désespéré, c'est le duo solaire. Voilà. Mais si je vous parle tout de même de ce duo dans Siegfried, alors que là, la couleur du crépuscule des dieux, je vous l'ai dit, est beaucoup plus sombre, c'est parce que, regardez, je vous lis la fin de ce duo dans Siegfried, c'est le rideau se laisse et Siegfried, c'est terminé. 4 heures, terminé, n'est-ce pas? Donc le réveil de la Valkyrie marque la fin de Siegfried. Or, qu'est-ce qu'elle dit Brunhild? Les deux disent à peu près la même chose, comme dans des duos un peu extatiques, les deux disent un peu les mêmes paroles, n'est-ce pas? Amour rayonnant, mort radieuse, pas? Bon, mais Brunhild dit quelque chose qu'elle est la seule à dire. Elle dit, c'est une apogée, hein, de ce duo solaire, hein. Ô jeune héros, ô garçon splendide, toi naïf trésor, n'oubliez pas que c'est une vierge guerrière qui connaît l'amour pour la première fois. D'exploits sublimes, radieuse, je dois t'aimer, radieuse, je veux m'aveugler. Radieux, succombons tous deux, radieux, périssons, disparaît, monde, rayonnement du Valhalla. Le palais de son père, de Wotan, le palais des dieux disparaît. On annonce, on croit que c'est le plus solaire, Siegfried, le plus optimiste, le plus gai, le plus jeune, ça l'est. Mais en même temps, regardez, la diabolique continuité dramatique. Brunhild invoque la fin des dieux déjà. Regardez bien, hein. Disparaît, monde rayonnant du Valhalla, que ton fier bourg, ça veut dire forteresse, hein, que ton fier bourg tombe en poussière. Adieu, faste éclatant des dieux. Meurs dans la joie, race éternelle.
Norne, rompez le fil des runes. Les runes, vous savez, les écritures sacrées scandinaves, n'est-ce pas, qui symbolisent un peu l'ancien destin, le vieil homme. Hein. Norne, rompez le fil des runes. Remplacez le déterminisme par la liberté. Crépuscule des dieux, surgit du gouffre, nuit du néant, répand tes brumes. Pour moi, brûle Siegfried, mon astre, à présent. Elle n'a plus besoin d'autre soleil. Mon astre, à présent. Pour l'éternité, il est à moi pour toujours, mon bien, mon héritier, l'unique et le tout, amour rayonnant, mort radieuse, etc. Bon, c'est pour vous dire que c'est pas tranché à la hache. Donc, nous sommes au rocher de Brunhilde. Elle est réveillée depuis longtemps, mais entre-temps, il s'est passé que Brunhilde a été réveillée à la fin de ce duo. Acte d'amour, n'est-ce pas, au moment où le rideau tombe. Et donc, Siegfried et Brunhilde sont encore en train de jouir le matin de leur première matinée, leur premier réveil amoureux, mais ils sont encore dans le sommeil pendant que les Nornes filent hors du temps. Et c'est ça qui est important à voir dans cette scène, ce temps circulaire, le cap du destin. Je vous lis juste un extrait de ce guide des opéras de Wagner qui, sur ce plan du rapport au temps, je sais si c'est important philosophiquement, est tout de même mieux fait que la moyenne des innombrables ouvrages qu'on trouve sur le sujet, n'est-ce pas? Dans le vaste édifice tétralogique, la scène des Nornes, tisseuses des destinées, occupe une place à tout point de vue unique. C'est une scène capitale qui, pour la première fois, met à jour sur la scène les fondements mythiques du ring et accomplissant le dernier souhait de Brunhilde, ce que je viens de vous lire, dans Siegfried, hein, c'est Reist des Nornes que les déchire le fil, fournit sa perspective à l'ensemble des événements passés, présents et à venir, de nouveau le nombre 3, les 3 moments du temps. Elle ouvre les portes à l'ultime issue du drame, l'effondrement du Valhall dans le brasier. Ça va le volcan là-bas? Je parle à l'Islande. Située au cœur de l'épopée de Siegfried, cette scène doublement nocturne, nuit réelle et nuit mythique, vous allez voir les importances et métaphores de l'obscurité, qui brasse à elle seule une des plus vastes durées jamais évoquées au théâtre en 15 minutes de musique. En 15 minutes, les Nornes résument des millénaires du devenir du monde. Est située au milieu des deux scènes lumineuses. Je vous l'ai dit, une scène lumineuse, je vous ai lu un extrait, le duo final de Siegfried, qui va se terminer, n'est-ce pas, par l'union charnelle, tout ce que vous voulez, en plein soleil, qui commence, ce duo qui commence par Heil dir Sonne, Heil dir Licht, salut toi soleil, salut toi lumière, on est loin des brumes. Je dis ça parce que Nietzsche disait, pour se moquer de Wagner, Wotan est le dieu du mauvais temps. Bon, il préférait, avec quelques raisons, sinon raison, le ciel de Turin, de Nice, n'est-ce pas? Et il aurait bien voulu de la Corse. On en parlera une autre fois, des rêves de Nietzsche sur la Corse. Enfin, si je vous dis quand même un petit détail, je vais encore froisser ceux qui sont dans le culte de Nietzsche, comme si c'était un mot qui allait avec Nietzsche. Mais Nietzsche écrit à Peter Gass, son correspondant musical, on devrait aller en Corse, il est à Nice. L'occasion ou jamais, mais déjà c'était compliqué à l'époque, vous savez, même sans doute même encore plus qu'aujourd'hui. On devrait aller en Corse. On ira à Corté. C'est écrit dans sa lettre, hein, parce que d'après mes calculs, c'est là que Napoléon a été conçu. C'est extraordinaire, cette fascination pour le sperme de Bonaparte. Bon, allez. Non, duo au soleil. Il va y en avoir un autre duo entre Siegfried et Brunhilde quand ils vont se réveiller. Je vous dis qu'ils sont en train de, comment il dit Rimbaud? À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Et ce sommeil unique, c'est pas léger, comme une abeille, moirée. Eh ben, nous sommes entre deux scènes lumineuses, scène du réveil à chaque fois, c'est pas? Réveil d'un sommeil millénaire dans Siegfried, comme la Belle au bois dormant, et réveil de la première nuit d'amour après la scène des Nornes, avec une transition, l'art des transitions chez Wagner, des soudures.
Et entre les deux, il y a cette scène sombre que nous allons voir, qui se passe dans la nuit hors temps, justement. Hors monde. Le monde est éclairé par la lumière d'Apollon, mais là, c'est hors monde. Regardez bien. Elle ouvre la porte à l'ultime issue du drame. Située au cœur de l'épopée de Siegfried, des exploits de Siegfried, hein, cette scène doublement nocturne, je répète, nuit réelle et nuit mythique, qui brasse à elle seule une des plus vastes durées jamais évoquées, est située au milieu des deux scènes lumineuses, vous comprenez mieux, dévolues au couple rédempteur. À scène unique, personnage unique. Les Nornes sont les seules figures importantes de toute la tétralogie à n'apparaître qu'une fois durant toute l'œuvre. Ayant élu domicile au rocher de Brunhild, elles apparaissent ici que dans la mesure où elles ont dû quitter leur lieu naturel, le pied du frêne du monde. On en saura plus quand on passera à la musique. Les Nornes vont commencer par chanter l'époque où poussait au bord de l'eau, au bord du Rhin, au bord de la source. Le frêne du monde, spelt Esche. Pensez à l'arbre de vie dans l'Ancien Testament, au lieu d'opposer les mythes païens et le judéo-chrétien. Je vais finir par me fatiguer. Bon, non, mais enfin, il faut toujours répéter. Ils disent toujours l'ordre symbolique dans quelques religions, dit toujours les mêmes choses, pas dans le même ordre. Le pied, donc, elles n'apparaissent ici que dans la mesure où elles ont dû quitter leur lieu naturel, le pied du frêne du monde, remontant dans le passé plus loin que quiconque dans l'œuvre. Donc, on va avoir, mon fils m'a dit que dans la guerre des étoiles, ça c'est votre génération, vous savez que moi, c'est à la troisième époque ou épisode, je ne sais pas comment on dit, le Star Wars 3 ou je ne sais pas quoi, ça ou le Seigneur des Anneaux? Non, la guerre des étoiles, où l'on voit ce qui s'est passé 1000 ans avant. Vous voyez, bon, ben, c'est un peu ce temps circulaire, n'est-ce pas? Vous me corrigez en route, hein, si c'est. Je confonds souvent le Seigneur des Anneaux et la guerre des étoiles. Dans tous les cas, c'est le ring. Hein. Donc, ayant élu le pied du frêne du monde, remontant dans le passé plus loin que quiconque dans l'œuvre, dévoilant, écoutez bien, un présent qui ne sera pas montré en scène, prophétisant à un avenir qui se rapproche dans le même temps où se déroule la scène, puisque le crépuscule des dieux va se terminer là par l'incendie du palais des dieux du Valhalla. Elles incarnent le temps à la fois comme éternité, certes au bord de la fracture, mais aussi comme passage, c'est-à-dire dans sa dimension pleine et entière. Cette scène est par excellence celle du dire prophétique dans sa dimension la plus totale. 3 normes, 3 temps, passé, présent, futur, 3 récits tripartites, 3 thèmes musicaux fondamentaux. Ici encore, après le grand tête-à-tête de Siegfried avec la nature, le chiffre 3 est porteur de symboles et organisateur de structures. Alors, vous me direz, on te voit venir, l'ordre symbolique. Non, je pense à la musique, là. J'ai déjà vu ces 3 femmes qui ont un rôle lyrique comme ça. Là, je suis dans la musique. Ceux qui connaissent un peu le répertoire lyrique savent que je fais allusion aux 3 servantes de la reine de la nuit dans la flûte enchantée. Les 3 jeunes femmes qui ont un rôle initiatique puisqu'elles guident Tamino, le prince, et Papageno, l'homme de tous les jours, vous et moi, si j'ose dire, j'espère pour vous, qui ne va pas lui aller vers l'accomplissement, vers l'initiation et les grands mystères divins, mais qui dit, moi, ce qu'il me faut, c'est une tranche de jambon, un verre de bière, si tonton, je peux avoir une petite femme. Et il demande ça aux 3 filles, n'est-ce pas? Aux 3 filles, voilà, il y a comme ça de l'intertextualité musicale. Alors, on va envoyer, et je me permettrai de commenter quelques passages en vous rendant attentif à quelques motifs musicaux que certains, je crois, ont déjà dans l'oreille et que d'autres vont découvrir, et je marquerai le coup pour qu'ils s'impriment. Allons-y. Donc, un instant tout de même, le crépuscule des dieux, dernière partie de l'anneau du Nibelung de Richard Wagner, ou Ring, ou tétralogie, le crépuscule des dieux, prologue, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le premier acte, c'est le prologue avant même le commencement du premier acte. Allons-y. Alors là, vous voyez, on entend violoncelle, da da di da 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 di da da.
Vous vous souvenez que c'est le thème du Rhin. On retrouve le devenir éternel, le devenir mais plus lent, plus majestueux qu'auparavant. Moins de vitalité. Le thème des flots du Rhin. Première norne, deuxième norne, vous voyez, on dirait des... Elles sont fantomatiques, hein. C'est pas les trois filles du Rhin qui batifolaient et qui vampaient le pauvre Albéric. Hein. C'est pas des filles de saloon. Donc 2 fois à peu près le même motif, troisième fois. Et on croit que ça va être pareil, ça s'interrompt et on entend les motifs importants, sombres là, voilà, au cuivre, le thème du destin. Un peu plus fort peut-être. Vous remarquez que les premières paroles, c'est l'incertitude. Quelle lumière brille? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est pas un piège? Ou est-ce que c'est une lumière dans la nuit? Log, c'est le dieu du feu, n'oubliez pas. Les rôles vocaux sont distribués. Il y a une alto, une mezzo et une soprano, celle qui est en train de chanter, qui a le front dégarni, c'est la plus aiguë. Il y a quelque chose d'épuisé dans la musique. Le monde est vieux. Voilà l'arbre. Vous voyez, elle en parle comme d'un paradis terrestre, hein. Mais c'était il y a longtemps. Comme Adam et Ève ont voulu goûter à l'arbre de la connaissance, Wotan, car c'est de lui, Wotan a voulu boire à la source de sagesse, de savoir. Il y a perdu un œil.
voilà le refrain, écoutez bien, pour les paroles comme pour la musique. Chaque fois qu'elle se passe le relais, avec cette phrase capitale: «Sais-tu comment ça va tourner?» C'est ça la meilleure traduction. C'est notre question à tous en ces époques troublées. Sais-tu ce qui va sortir de tout ça? Voilà, elle a terminé son couplet, la seconde note et de nouveau le refrain lancinant. Sais-tu comment ça va tourner? Wie das wird, werden, le devenir. Vous voyez, c'est une récapitulative, c'est l'histoire de l'or du Rhin là. Écoutez les violons là. C'est terrible ce qu'on apprend. Alors on est dans le présent, dans le passé, dans le futur. Oui. La fin des dieux est déjà annoncée. Donc on est au prologue. Le refrain. Regardez comme la musique et les câbles emmêlés vont bien ensemble. On entend les thèmes de l'orgue.
Donc on apprend que le palais des dieux repose sur un bûcher ordonné par Wotan et que ce bûcher est composé de ce qui reste du frêne du monde. Le thème du sommeil éternel. Un thème qui descend, qui descend, qui descend. L'extinction de toutes les pulsions. Scène ahurissante, hein, quand même. Le refrain, jamais pareil, toujours enrichi de nouvelles variations. Voyez, le regard ne distingue plus rien, les formes se brouillent, les fils s'en mêlent. L'anamnèse est en échec, les réseaux sont brouillés. Il y a une tension dramatique. La malédiction de l'anneau vient contrecarrer l'effort d'anamnèse. Attention! Esris! Le thème de la malédiction à la trompette. La malédiction au trombone. Le sommeil éternel. Régresser vers le bas, vers la mer, c'est-à-dire vers la terre, ce sont des filles de la terre. Comme souvent les prophétesses. Et comme au début, on a entendu quelques vagues allusions au destin, au moment où elles disparaissent dans les entrailles de la terre. Voilà cette scène qui n'a pas d'équivalent dans tout le ring, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de dire scène métaphysique et qu'est-ce qui ne l'est pas dans le ring, mais je veux dire qui dépasse ici les enjeux propres à chacun des autres personnages, comme s'il y avait une espèce de vision transversale, n'est-ce pas, et à la fois circulaire, de tout ce qui s'agite dans ce cycle. Et donc,
qu'est-ce qui se passe après? Je vous le saute, c'est affreux, mais on verra pas, je sais qu'il y en a qui vont m'en vouloir. On verra pas, d'abord l'extraordinaire travail, ça je vous le recommande parce que vous l'avez souvent en extrait. Bon, ça veut dire ça dure 10 minutes, un quart d'heure. La soudure entre la scène qu'on vient d'entendre et le réveil de Brunhilde et de Siegfried, c'est le fameux passage qu'on appelle, l'aube et le voyage de Siegfried sur le Rhin. Mais surtout, j'en profite pour vous dire que, Glenn Gould donne une version hallucinante au piano, n'est-ce pas? Où on entend tous les instruments de l'orchestre, je ne sais pas comment ils se débrouillent techniquement, c'est prodigieux, surtout qu'il y a une fugue à plusieurs voix, du voyage de Siegfried sur le Rhin. Rhine Journey, il y a marqué en général, la traduction anglaise. Vous trouvez tout ça sur le streaming. Donc, heu, le réveil et bien sûr, dès son premier réveil, Siegfried veut voir le monde voyager. Il en a déjà marre, c'est pas un homme au foyer, vous voyez? Bon, et là, il y a un dialogue, on peut ironiser, hein: «Prends pas froid, pense à moi, je te donne mon cheval». Elle lui donne son cheval, c'est une valkyrie, hein, c'est une chevaucheuse, hein, pam pam, pam 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 pam. Elle lui donne son cheval et lui donne l'anneau qu'il a pris sur le dragon, n'est-ce pas? Puisque c'est lui maintenant le maître de l'anneau. Il lui donne l'anneau à elle. Elle entre dans l'ombre de l'anneau, vous voyez? À partir de là. Donc Siegfried s'éloigne et va arriver et nous aussi, pour la première fois depuis le début de la tétralogie, on a vu l'or du Rhin, on a vu toute la Valkyrie, on a vu ce prologue et maintenant on va enfin arriver chez les hommes, car jusqu'à là on était entre dieux, géants, les nains, les filles du Rhin, des êtres, n'est-ce pas, qui sont à la périphérie du purement humain, comme dit Wagner souvent. Et là, on va arriver à un premier royaume, un empire. On va arriver sur les bords du Rhin, chez les Gibich, ça s'appelle comme ça dans la tradition du poème épique. C'est pas bien connu, qui est l'équivalent de la chanson de Roland, si vous voulez, s'il fallait trouver absolument des équivalents et encore. Le Nibelungenlied, le chant des Nibelungen, des gnomes qui sont dans le monde souterrain là. Voilà, Wagner a mélangé, en les travaillant énormément, hein, Lévi-Strauss, répète que Wagner est le père irrécusable de l'analyse structurale des mythes. Pas, en artiste, hein, je veux dire, je dis pas ce que Wagner pense là, je parle de ce qu'il produit, ce qu'il nous fait écouter, les paroles qu'il met dans les bouches, les rapprochements qu'il fait entre femme et oiseau, par exemple. Vous allez voir pourquoi. Je dis au passage, pour ceux qui ne le savent pas, pour montrer que la seule différence entre les mathématiques et la poésie, c'est que la poésie est une science exacte, décidément. Les valkyries, à l'origine, dans la donnée, là, pour les érudits le savent, dans la mythologie germanique, c'était des cygnes. Oui, les oiseaux, les cygnes, qui sont très fréquents dans les pays nordiques, sur les étangs et les rivières. Bah, elles laissent leurs ailes et leurs plumes sur le rivage et elles vont s'ébattre dans l'eau. À l'origine, c'est ça, les valkyries. Voilà. Et c'est plus tard que Wotan leur a donné l'ordre, en volant, d'aller sur les champs de bataille ramasser les corps des héros qui sont valeureusement morts au combat pour en faire une armée d'élite chez les dieux, là, en haut, au Valhall, dans le haut du pavé. Vous savez, comme on dit très bien, la langue, elle sait tout, la langue. La langue, elle sait bien que c'est la lutte de classe qui est derrière tout ça. Les dieux sont là-haut, hein, et une armée d'élite, de ramener les corps des guerriers morts malheureusement au combat pour en faire une armée qui va aider Wotan à lutter contre le travail de sape du monde souterrain, depuis qu'il a volé l'or que Albéric, le nain, le prolétaire, avait volé au Rhin. Enfin, il n'y a pas de propriété dans la nature. Magnifique passage de Rousseau dans le contrat social. En passant de l'état de nature à l'état civil, l'homme perd la liberté naturelle
pour acquérir la liberté civile. Liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu, je cite mot pour mot. Autrement dit, ça va pas très loin, hein. Vous mettez une gazelle dans la jungle entourée de guépards, de lions, bon bref. La liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu et par contre, il retrouve la liberté civile qui n'est limitée que par la volonté générale. Mais là, je parlais de propriété, je parlais pas de liberté, mais ça va ensemble ce changement, ce passage de l'état de nature à l'état civil. Il dit aussi que l'homme abandonne du coup ce qu'il avait dans la nature, c'est-à-dire la possession et il acquiert enfin la propriété. Ah oui, mais c'est des distinguos à la Rousseau ça. On devrait apprendre ça à l'école primaire. La possession, un lion a une antilope dans la gueule, il la possède, oui, jusqu'à ce qu'un plus fort le lui prenne. Un malin rival. En général, c'est un guépard. Un guépard, il fait un tiers du poids du lion. Il a mis, il a fait 20 essais pour avoir sa pauvre gazelle, pas pour nourrir ses petits. Une fois qu'il l'a, un lion qui somnolait, j'ai déjà dit, qui somnolait jusque-là, ouvre un œil, n'est-ce pas? Voit que les lions ne sont pas là tout près, parce qu'il aime bien faire travailler les femmes, les lions. Il n'est pas le seul. Il se rapproche du guépard, lui donne une gifle, n'est-ce pas? Le guépard s'en va précipitamment et le lion ramasse. Il faut tout recommencer, vous voyez? La liberté naturelle. Donc ça, c'est la possession qui n'est que l'effet de la force, dit Rousseau. Il l'abandonne au profit de la propriété qui ne peut être octroyée que sur un titre positif, dit Rousseau. Autrement dit, la possession est binaire. Moi, là, voilà, j'ai un bonbon dans la bouche, je le possède, personne ne peut me l'emmener, je le possède. Jusqu'à ce qu'un plus fort, tu vois? J'ai une femelle, c'est pas ma femme, c'est pas un mariage, c'est pas une institution, c'est un instinct pour l'instant. C'est binaire, moi et la chose que je possède. Voilà, je possède ça. La propriété, c'est ternaire. Il y a moi, la chose et l'autre qui me reconnaît comme propriétaire et que je reconnais. C'est ma femme, cher ami, excusez-moi. Il peut y avoir des frictions. Tout le romanesque n'est fait que de cela. Mais, je veux dire, le fait change lorsqu'il est basé sur le droit. Voilà. Donc, vous voyez, est-ce que Albéric, problème que je pose à ceux qui voudraient faire une thèse sur l'ordre symbolique dans le ring, est-ce que Albéric a volé l'or du Rhin et donc légitime qu'on le lui vole aussi? Parce que c'est l'argument de ce voyou de Wotan, des dieux, de Log, n'est-ce pas? Lorsque Wotan lui dit: «Mais comment tu veux qu'on aille, récupérer l'or d'Albéric là, dans le monde souterrain?» Et Log répond, le dieu du feu, son conseiller d'année, son consultant, lui répond: «Durch Raub!» avec un cri terrifiant. Raub, rope en anglais, pas? Vraiment le vol, mais avec violence. Un vol qui est pas loin du viol, hein. Heu, donc voilà, vous voyez on voit tout dans cette scène, on la récapitule. Il y avait une époque paradisiaque, le frêne bruissait dans le vent, la source clapotait, la source de savoir, de sagesse, jusqu'à ce que un dieu téméraire, Wotan, la curiosité humaine est venue boire, s'abreuver à la source du savoir, ça veut dire chercher à savoir. Il a été philosophia. Il a goûté à l'arbre de la connaissance. Résultat, il a perdu un œil. Il a toujours un bandeau comme les pirates, là, Wotan, quand on le voit. Et ça devait être fréquent chez les Vikings. Et d'où viennent cette mythologie-là. Mais vous voyez que dans l'ordre des significations, elle n'est pas propre aux pays nordiques, hein. On retrouve ça partout. La preuve, Adam et Ève, c'est sémite, hein, et c'est des pays de désert, alors qu'il y a un manque d'eau ici et un excès de flotte là-bas, hein, et de glace même. Donc, à partir de là, tout a dégénéré, vous avez vu? Le frêne, a dépéri, Wotan en a arraché, ce qui est encore un acte attentatoire, n'est-ce pas? Le frêne du monde, il a arraché une branche. Avec cette branche, il a fait sa lance où sont marqués les contrats, les pactes, qui essaient d'équilibrer les pouvoirs entre les dieux, les géants et cetera. Et
il a fait couper cet arbre qui est un arbre mort maintenant et avec ses tronçons, il a fait un gigantesque bûcher. Dès le départ, on voit ce qui nous attend à la fin du crépuscule des dieux, n'est-ce pas? On pressent comment ça va se terminer par un embrasement final. Fa come natura face in foco, dit Dante, fais comme la nature fait dans le feu d'Héraclite. Alors, Siegfried, après ce réveil, magnifique duo, hein, magnifique duo. Là encore, j'ai fait un long passage dans mes réponses aux questions, à la question qui avait l'intelligence de me demander, je ne sais pas si j'ai répondu de manière exhaustive, tant s'en faut, mais enfin, j'ai essayé de faire de mon mieux. Les interprétations de référence du Ring, il y a un nom que j'ai cité qui revient souvent, enfin des noms exceptionnels. Au niveau vocal, jamais on a atteint le niveau d'Alaoritz Melchior chez les ténors dans le rôle de Siegfried. Et alors il y a 2 ou 3 noms, Flagstad, Nilsson et Frida Leider ou Lotte Lehmann dans le rôle des Brunhilde ou des Sieglinde, la maman de Siegfried, ou de Brunhilde, sa future épouse. Donc là, il faut réécouter, après avoir entendu dans des gravures stéréophoniques ça, il faut réécouter la musicalité, même avec un vieil enregistrement des années 30, vous entendez plus de choses. C'est extraordinaire l'importance de l'interprétation. La musique, l'art le plus immatériel. Je n'ai pas dit qu'il est immatériel, hein. Si vous m'entendez là, c'est que dans l'air, il y a des c'est pas s'il y avait le vide, vous ne m'entendriez pas. Il y a des conditions matérielles, puis il y a à travers les ondes là, de l'émetteur-récepteur dans l'espace, il y a des flux ionisés, n'est-ce pas? C'est pas immat mais enfin, un air de Mozart, c'est un peu plus fluide et évanescent, n'est-ce pas? Que le marbre dur ou l'ardoise fine, pour parler comme du Bellay, n'est-ce pas? Que l'architecture, que la sculpture, même que la peinture qui est déjà plus abstraite puisque la dimension, la profondeur dans la peinture, je résume l'esthétique de Hegel, hein, la profondeur, elle est illusoire, elle est on en fait abstraction, la peinture est toujours abstraite par rapport à la sculpture et l'architecture. On fait abstraction en troisième dimension et tout est à plat. Et quant à la musique, il n'y a plus de dimension spatiale du tout, c'est uniquement du temps. C'est un ébranlement matériel, oui, mais dans le temps. C'est des durées. Donc, ce sont des rappels qui ont leur importance. Donc, il faut écouter ces interprétations illustres. Euh, euh, Siegfried voyage sur le Rhin. Il y a un grand interlude orchestral, celui dont je dis qui est admirablement joué par Glenn Gould au piano. Siegfried's Rhine's Journey. Et il arrive, j'y reviens, à la première cour, à la première société organisée, l'état civil. Je finis mon détour par Rousseau. Il arrive au royaume des Guibiches. Et là, on l'attend. Enfin, on l'attend, quelqu'un l'attend. Quelqu'un qui est le principal conseiller du roi qui règne là. Le roi qui règne là, allez, je vous le dis maintenant, c'est pas un mystère, c'est le symbole de l'impuissance en général. Prenez-le comme vous voulez, politiquement, sexuellement, psychologiquement. Gunther. Mais il a une âme damnée comme conseiller. Ce conseiller, c'est Hagen, le personnage le plus sombre de la tétralogie, n'est-ce pas? Puisque même Albéric, qui n'est que haine et fureur, et qui est son père, car Hagen est le fils d'Albéric. On ne le sait pas chez les Guibiches comme ça, mais il vient, c'est un Nibelung, il vient du monde souterrain. Il a eu cette promotion, là, il est conseiller du roi des Guibiches, et il médite une vengeance à l'égard de Siegfried, qui s'est emparé de l'anneau pour lequel son père avait renoncé à l'amour. Donc dans le dos de Siegfried, n'est-ce pas, la logique continue, il y a une logique algébrique. Ou l'or ou l'amour. Albéric a joué le jeu, on a beau dire ce personnage sombre, négatif, souterrain, donc un peu diabolique, n'empêche que il a respecté le deal fondamental de la tétralogie, la loi qui la gouverne. Oui, la loi au sens de loi des sciences dures. Pour obtenir l'or, la condition sine qua non, c'est de renoncer à l'amour. Je ne dis pas que moralement, je ne dis pas qu'il faut renoncer à l'amour et prendre l'or ou l'inverse, ne jamais renoncer à l'amour
par amour de l'or. Je dis que c'est ça qui est institué dans le récit et à partir de là, une logique se déploie. Donc Albéric avait renoncé à l'amour. Il avait même dit cette phrase extraordinaire, c'est Wagner qui écrit, hein: «Avec l'or qui me donnera la puissance sur le monde, je n'aurai plus l'amour, mais je pourrai m'acheter le désir». Excusez-moi, le plaisir, vous voyez mon lapsus? Justement, avec l'or, je pourrais m'acheter le plaisir, oui. Citizen Kane. Donc, ben oui, il y a toute l'histoire du romanesque et même de bien des films, n'est-ce pas, qui se reconnaissent dans cette logique qui est opératoire. Donc il arrive là, Hagen médite sa vengeance et sa vengeance, c'est ce qu'on va voir, c'est ses manigances. C'est la deuxième grande partie que nous allons entendre, mais il faut que je demande d'abord il faut que je consulte l'heure. Il est 22h, donc ça nous fait 1h30 à peu près. C'est toujours à ce moment-là que je demande l'heure, je remarque, hein. Nous ferons, grâce à l'excellente idée de Pierre Alain, qui a eu beaucoup de succès, je vous en remercie, avec vos commentaires et vos réponses. Je passe aux réponses aux questions. Au lieu de bâcler les réponses aux questions pendant 20 minutes écrasées en fin de séance, maintenant nous consacrerons une réunion spéciale les mercredis où il n'y a pas atelier, puisqu'on a fait une fois tous les 15 jours maintenant, il y aura les réponses aux questions. Donc on va essayer de voir au moins cette deuxième partie, nous avons le programme et je vais demander, il me semblait dans ma réception qu'il y avait des problèmes de saute de son. J'espère que ça peut être, arrangé parce qu'il y a des moments où le son partait, alors qu'il était excellent tout à l'heure quand on a fait le test. Voilà. Voilà Gunther, à droite. Voilà Hagen, mal fagoté, le conseiller, qui dit à son maître que sa gloire est insignifiante parce qu'il n'a pas de femme. Et voilà sa sœur Gudrun qui n'a pas de mari. Oneman sans mari. Vous avez vu comme Patrice Chéreau l'a habillé en bourgeoise de fin 19e, vous voyez? En robe de soie. Et alors là, écoutez bien, tout d'un coup, anamnèse, regardez ces thèmes. Pam 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 pam, la Valkyrie, pam 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 pam, une femme magnifique. Écoutez les flûtes. Écoutez les flammes. L'oiseau, pam 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 pam. Vous voyez comme l'impuissance est symbolisée par le fait qu'on ne pourra jamais chevaucher les flammes. Là défilent les thèmes des parents de Siegfried, on révise la Valkyrie. Fils d'un frère et d'une sœur jumelle. La forge, où Siegfried a passé sa jeunesse. Et je le souhaite à Gudrun comme mec, zum Mann. Regardez quand la femme chante chez Wagner. Hautbois, flûte, tous les bois, tous les oiseaux chantent tout d'un coup. Écoutez les instruments avant. Et comme les cuivres reviennent dès que les hommes parlent.
voyez les scènes récapitulatives? Pam, 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 pam. Vom Nibelungenhort vernahm ich, birgt den neidlichen Schatz, der wohl ihm zu nützen ist. Vous voyez la voix de basse de Hagen, le maître de l'anneau. Siegfried, ach, er kämpft, Knecht, La servitude, le thème. und Brünnhild gewinnt nur ihr, mein Land wenn ich was legst du Zweifel und Zwist, was ich die Zwiege voll Il est furieux, Gunther, parce que l'autre le tente en lui disant que c'est impossible de toute façon. Alors pourquoi il en parle? Et vous allez voir. Il y a une ruse. Quand on n'a pas la force, il y a la ruse. Et là, on entend les harmonies du casque qui permet de prendre n'importe quel aspect qu'on a entendu dans l'Or du Rhin, rappelez-vous. Qui symbolise toutes les avancées technologiques dont l'homme est capable. Aujourd'hui, ce serait l'hologramme, hein, le casque. Regardez les langueurs qu'il y a dans les violons que Tambour Trône chante. Regardez les instruments avant qui émergent de son chant. Une volière. Vous remarquerez la remarquable conduite d'acteur de Patrice Chiraud, c'est assez rare à l'opéra. Hein. Et là, on entend le thème du renoncement à l'amour, le thème qui descend là. Bon, j'espère que malgré les problèmes de son, on va entendre un extraordinaire passage où on entend des solos de violoncelle, comme en musique de chambre. Là, là. Et encore une fois, là. Vergessen. Oublier, oublier. Faire boire à Siegfried un liquide, un breuvage qui lui donne l'oubli. Alors, qu'en pensez-vous? Vous remarquerez que comme les filles de Minos dans Phèdre de Racine, elle ne l'a pas vu, elle en est déjà amoureuse parce qu'elle est amoureuse de la légende qui le précède. Ah, est-ce que Siegfried n'est pas en train d'approcher?
On entend son corps au loin. La fugue. Vom Rhein her tönt das Horn. La servitude. Hein. Wild und groß. Bläst zum munterer Sol. Là, il y a un passage admirable de polyphonie où tous les thèmes se mélangent. Tout chante là. Le chant des filles du Rhin, le mouvement du fleuve, la barque qui avance. Rheingold, Rheingold, da 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 da. Ein gemächlicher Schlag, wie von müßiger Hand. Klein nach den Kahn, wieder in den Ruhm. So ist die Sklavin Avec le crescendo. Dissonance. Siegfried, voix de ténor, bien sûr. Capitale les rencontres chez Wagner, les cérémonies de rencontre. Attention, le thème de la malédiction éclate au cuivre. Écoutez bien, la malédiction. Siegfried qui n'a pas une voix extraordinaire, qui fait ce qu'il peut assez vaillamment, mais qui joue admirablement. Son rôle de Benet, parce que Siegfried il est un peu premier degré, hein. Comme Héraclès. Regardez, les premiers plans, on se regarde en chien de faïence. Il y a des hésitations musicales. Vous voyez, Siegfried n'a aucun intérêt pour la richesse intrinsèque du trésor. Pour lui, c'est des jouets. Il est prêt à donner le casque, l'épée. Voilà le casque qui sert à revêtir n'importe quel aspect. Le helm, c'est home, hein. Les harmonies du casque, les harmonies du casque. Comme une formule magique.
Mais quand même, l'anneau. Vous voyez, au moment où on parle de Brunhilde, Gudrun arrive avec une boisson, un apéritif. Écoutez bien, quand Gudrun arrive, regardez les instruments avant. On dirait des fleurs qui s'ouvrent. Vous voyez comme depuis Tristan et le maître chanteur, l'écriture s'est assouplie harmoniquement. Les moindres nuances. Les accords presque jazzy, n'est-ce pas? Regardez, pendant qu'il boit, on entend un tri. Les tris, c'est ça. Vous voyez? C'est toujours un avertissement. Depuis Beethoven, le tri est signe de danger quand il se prolonge. Des choses pas claires. Merci au Bastien. Voilà, en quelques gorgées, Siegfried a oublié Brunhilde. Là, il y a un jeu de mots allemand. Hein. Gudrun, ça veut dire les bonnes, Gudrun, les bonnes runes, les bonnes écritures sacrées. Joli thème. Voilà, il faut couper là. Voilà, beaucoup de choses se sont passées hein, dans des manigances, hein, ourdies par le ténébreux Hagen qui continue à incarner la vengeance du monde d'en bas, n'oublions pas. Le subconscient, c'est ce qui est dessous, sub, n'est-ce pas? Et il n'aurait pas cette force si on ne le refoulait pas en bas. Enfoncer un ballon dans une baignoire, il vous saute à la figure. Pendant toute cette scène, vous avez remarqué que c'est pas très satisfaisant tout ça du point de vue scénario. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui fait la profondeur de ce passage. Je ne suis pas en train de faire une critique de l'extérieur. Tout se brouille dans la fin du crépuscule des dieux.
Tout ce qui était clair auparavant, les deals, tout a l'air de s'embrouiller. Siegfried qui était l'homme, c'était le couple absolu quoi, le plus vaillant des héros et la plus sublime des héroïnes, la l'ex-vierge guerrière puisqu'elle ne l'est plus. Heu, mais non, mais est devenu un homme, au sens banal, c'est-à-dire qui résiste pas au premier jupon qui passe, n'est-ce pas? Et on va voir que ça va encore s'aggraver quand il va être au contact des filles du Rhin pendant la partie de chasse qui lui sera fatale. Ce sera notre troisième partie. Mais je voulais, montrer cette scène pour faire comprendre ce qui va se passer. Siegfried va aller franchir les flammes de nouveau, déguisé en Gunther. Brunhilde, terrifiée, va voir à l'intérieur des flammes que quelqu'un d'autre que Siegfried peut venir la débusquer, alors qu'elle se croyait à l'abri, entourée de ce cercle magique instauré par son père, par la lance de Wotan, et que seul Siegfried pouvait franchir. Elle ne sait pas que c'est lui. Avec le casque magique, il a pris l'aspect de Gunther. Il l'a ramené précipitamment, tout ça dans un temps qui n'est pas le vrai temps, n'est-ce pas? C'est entre le rocher de la Valkyrie et le palais des Guibiches. C'est un temps mythique, rapide comme le souffle comme le souffle d'un vent d'Est, hein. Et je dis ça parce qu'il se compare à ce vent-là. Je suis arrivé comme le vent de l'Est. Et heu et se prépare donc un double mariage. Gunther va enfin pouvoir avoir une épouse et laquelle prestigieuse, une belle alliance quoi, la Valkyrie que tant d'hommes ont essayé de posséder et n'y sont pas arrivés. Mais personne ne sait que c'est par l'entremise de Siegfried qu'il y est arrivé, c'est un peu honteux. Et Siegfried, lui, ne rêve que d'une chose, c'est de s'unir à Gudrun, n'est-ce pas? Et bien sûr, Brunhilde assiste à tout ça égarée, hébétée, comme une prisonnière. Et ça se termine, le deuxième acte de Crépuscule des dieux, je vous saute des passages, ça se termine par le fameux serment sur les lances, où Brunhilde, Hagen et Gunther jurent la mort de Siegfried pour se venger, chacun pour des raisons différentes. Trio, ça intéressera que ceux qui connaissent bien l'art lyrique, trio qu'on a souvent comparé aux meilleures réussites de Verdi. Verdi et Wagner font semblant de s'ignorer, ils ont des styles différents, voire opposés, tous les deux sont magnifiques. Ne me demandez pas de choisir entre le duo d'Othello le duo d'amour d'Othello qui est d'une beauté cosmique stellaire et le duo de Tristan, qui est nocturne aussi, mais d'une manière si différente. Ne me demandez pas de choisir, ce qui est merveilleux, le luxe, c'est que nous ayons les 2. Seulement, là, quelquefois, tout se passe comme si chacun s'épiait, chacun ils font semblant de ne pas en parler de l'autre, mais ils se tenaient au courant. Wagner, tous ceux qui lui rendaient visite voyaient des partitions de Verdi sur son piano et vice versa. Verdi disait quand il a vu la partition de Tristan: «On n'arrivera pas à me faire croire que c'est un seul homme qui a fait tout ça». Voilà, donc ça se termine par le serment sur les lances et donc Siegfried ne sait même pas qu'il est en danger de mort, qu'on a juré sa mort. Mais nous allons voir sa mort, mais je crois qu'on le fera la prochaine fois et donc n'hésitez pas, vous voyez l'ensemble des questions qui se précipitent et la richesse du contenu, qui émane, de cette histoire, du texte, du drame, du texte et de la musique, c'est-à-dire du drame lyrique. N'hésitez pas à poser, vous pensez bien que je serais ravi de creuser les questions qui s'imposent ici et en tout cas, moi je suis, plus que ravi, de voir, de bénéficier de votre, fidélité. Donc à la prochaine fois, nous verrons, comment, Siegfried va tomber sous la lance de c'est pas un policier, je peux le dire, sous la lance de Hagen, puisque Brunhilde ira jusqu'à lui dire tellement qu'elle veut se venger, elle ne sait pas qu'il a fait ça dans un état c'est bien l'irrationnel. Il faudra qu'on parle des filtres. Dans Tristan, tout a dépendu d'un filtre, c'est la donnée médiévale. Tristan et Iseult, ils ont bu un filtre d'amour. C'était fait pour le roi Marc à l'origine. Le roi Marc était un peu vieux et donc la servante, l'impuissance sexuelle, n'est-ce pas?
avait préparé des breuvages censés être des aphrodisiaques et par erreur, au lieu de donner le philtre de mort, c'est pas par erreur, la servante fidèle à qui Zeus demande d'apporter le philtre de mort qu'elle veut faire boire à Tristan et mourir tous les 2 comme ça, pour se venger que leur amour soit impossible, elle fait exprès de substituer le filtre d'amour au filtre de mort. Oui, toute cette histoire de parce que pour nous, hommes modernes, c'est un peu décevant. L'amour quand même, c'est sublime, que ça dépend des molécules qu'il y a dans quand même, vous voyez? Ça va loin cette histoire de filtre. Le fait que ce soit un artifice, hein, veut dire qu'il y a une nécessité qui est bien extérieure à tout ce qu'il y a dans la tête des protagonistes, une logique dont ils sont la proie. C'est ce que nous verrons et creuserons la prochaine fois, lorsque nous verrons donc, la fin du crépuscule des dieux, c'est-à-dire la mort de Siegfried et l'admirable scène finale où, Brunhilde s'élève au plus haut niveau du sublime. Voilà, et je remercie, bien sûr, la logistique et Pierre Alain et encore une fois tous ceux qui nous écoutent.